Au moment où le gouvernement québécooi a décidé de ne pas tenir d'audience, de comité ou de commission parlementaire spécifiquement sur les dérives sectaires, alors que la CAQ s'est engagée à le faire avant les élections, je vais vous parler d'un cas assez singulier. En tout cas, je viens de finir ce livre-là qui s'intitule « Otage du silence ». Et c'est le parcours d'une jeune femme à l'époque, une toute petite fille, qui est embrigadée dans une secte parce que ses parents sont amenés dans la secte. Et elle doit grandir dans la secte en question et ça comporte vraiment un vécu assez horrifiant, même à certains égards. Elle est confinée dans des endroits où elle est toute seule et elle vit une vie d'enfant que personne ne souhaiterait. Il s'agit de Myriam Kaiser qui a écrit donc « Otage du silence » aux éditions Béliveau Éditeur. Elle est avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez écrit... Pourquoi écrire un livre d'abord? C'est toujours la question que je pose à ceux qui écrivent des livres, parce que ça prend une motivation spécifique là, pour écrire. Bien, en fait, ça faisait quand même un bon bout de temps qu'on me demandait, les gens du milieu, parce que moi, je suis dans le domaine de la croissance, me disaient « Ah, ça serait inspirant que tu écrives là-dessus. » Puis j'avais besoin de le sentir, je le sentais pas. Il fallait que je trouve ma raison, mon inspiration. Puis c'est suite au décès de mon père, qui est décédé l'année passée, ça fait pas un an, que j'étais dans un état puis on m'a encore demandé tu devrais écrire ça. Puis je me suis dit, bien, tant qu'à être dans cet état-là, bien, je pense que j'avais les bons ingrédients. Ça me permettra éventuellement de tourner la page comme il faut, de fermer le livre. Oui. On peut résumer ça au fait que vous aviez un père qui avait des questions métaphysiques omniprésentes. Quand il était jeune, il avait besoin de réponses et il consultait, il parlait de toutes sortes de gens, il voulait des réponses. Et avec votre mère, il adhère à une secte et les enfants embarquent. Il y avait déjà 4 enfants dans la famille? 6! 3 garçons, 3 filles. Et tout le monde embarque. Et vous êtes tout petit, là. Bien, on embarque parce qu'on n'a pas le choix, on suit. Et c'est une secte qui a des assises physiques. Il y a un bâtiment. C'est pas une secte où on reste chez soi, puis on adhère, on lit de la littérature ou quoi que ce soit. Là. Non, c'est vraiment extra-mondain. Ça ne fait pas partie de la société, comme les témoins de Jéhovah, par exemple, font partie de la société. Ça, c'est extra-mondain, c'est en dehors du monde. Et ça existe au Québec? Ça existe au Québec. Et vous ne voulez pas trop nommer cette secte-là. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. C'est sûr que je pense que si je ferais la manchette avec la secte, ça dévierait de l'objectif que moi j'avais. Puis mon objectif, c'est d'enseigner aux gens qu'est-ce qui fait qu'on perd son pouvoir, puis qu'est-ce qui fait qu'on peut le reprendre, puis au travers de tout ça, toute la résilience. Donc, je pense que c'est deux champs de bataille, on va dire, différents. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que moi, quand j'étais dans la secte, quand j'étais vue en public, une fois que la secte avait été dans les manchettes, c'est moi, comme enfant, qu'on attaquait. Moi, on me lançait des œufs, on me lâchait des chiens sur moi, j'ai eu peur. Puis ce que ça fait, c'est que j'étais déjà un enfant victime, et là, j'étais victimisée à nouveau. À cause de la publicité. À cause de la publicité. Puis les gens, tu sais, ils m'associaient à la secte, je devenais un emblème. Puis les gourous, eux, ils étaient dans leur château fort, ils ne mangeaient rien de ça. Puis moi, ce que ça faisait, c'est que ça renforçait le sentiment que j'avais que le monde était méchant. Donc, tu sais, ça t'emprisonne. Et c'est ça, vous êtes plus dépendante à ce moment-là. Alors, on peut résumer l'histoire en disant que vos parents sont en Belgique, ils cherchent des réponses et ils aboutissent au Québec dans cette secte-là. Et ils amènent, ils donnent tous leurs avoirs, ce que j'ai compris. Là. Ils ont des économies, ils donnent tout ça à la secte et ils arrivent avec un tas d'enfants qui sont de quel âge à quel âge? Le plus vieux, il avait 10 ans, puis la plus jeune avait 1 an. Un an dans une secte. Ouais. Et ils séparent ça en groupes d'âge. Oui. Donc, il y a des frères et sœurs dont vous avez été séparés toute votre vie. Les garçons et les filles étaient séparés et par groupe d'âge. Donc, on a tous été séparés. Donc, vous aviez quel âge, vous? 2 ans. 2 ans. À 2 ans, là, avez-vous des souvenirs? J'ai des souvenirs de presque depuis le début, puis c'est difficile à comprendre, mais je l'explique parce que c'est vraiment, c'est traumatique, là. Mais j'ai des souvenirs de tout. J'ai des souvenirs, là, je me souviens de ce que j'ai mangé quand on est arrivé au Québec. Ah ouais? Je me souviens de la soupe que j'ai mangée, puis de la réaction que j'ai eue parce que ça faisait pas partie de ce que j'étais habituée. Et surtout d'avoir perdu des frérots, puis les sœurettes, et papa puis maman, ils vous parlent plus? Non. Parce que tout le monde est séparé et ils deviennent automatiquement, après une formation très rapide, des religieux. Oui.
Oui, puis moi, je me souviens d'avoir... on parlait pas français, on était belges, donc je parlais flamand, on comprenait rien. Puis je me souviens que j'ai tombé malade parce que quand mon frère, le plus jeune, on était quelques jours ensemble, quand on nous l'a enlevé, moi, j'ai développé une espèce de maladie, je suis devenue pleine de bobos. J'ai vraiment été psychosomatique, là. Le choc était grand. Ah oui. Ouais. Alors, donc vous perdez vos repères, mais vos parents, est-ce qu'ils se voient? Votre mère et votre père ne se voient plus non plus? Ouais. C'est vraiment, on décide comme de trucider la famille, là, littéralement. Oui, il reste plus rien. Et les souvenirs que vous avez de votre tendre enfance, c'est des souvenirs toujours très, très négatifs parce que les punitions étaient omniprésentes. Omniprésentes. Puis extrêmement sévères pour notre âge. Là. Quand je repense à l'âge, c'est sûr que quand on est dedans, on ne réalise pas. C'est quand on a des enfants, c'est avec le recul qu'on se dit, mais ça n'a aucun bon sens. Donnez-moi des exemples, parce que vous en donnez dans le livre, là, de moments où on fait des punitions et où vous passez par là. Mais on est battu pour tout et rien. Je raconte dans le livre, j'ai 6 ans, j'ai menti. J'avais écrit le nom d'une petite fille en arrière d'une image, puis c'était pas à elle, c'était à la responsable. Puis moi, j'avais mêlé les images, en tout cas. J'avais voulu rendre service, finalement. Puis, écoute, c'est le savon dans la bouche, c'est une volée, là. Ils sont 3 adultes qui bastonnade! Oui, mais c'est frappé avec des bâtons puis des fouets de cuir, puis je peux plus respirer, je peux plus bouger. Je suis au lit, là, après, pour plusieurs jours. Et dans les groupes d'âge, ce qui m'a frappé, il y en a des petits, là, pour les punir, qui ne font pas leurs besoins comme il faut, ils leur mettent la tête dans le bol de toilette. Oui. Aïe, aïe. Puis même, j'ai des images pires que ça, mais j'ai encore de la misère à aller là puis en parler tellement que c'est énorme. Pire que ça? Oui. Alors, ben là, je ne vous les ferai pas raconter. Quoique, vous faites peut-être référence à une ligne là, qui vient à l'esprit. Oui. Là, oui. Ça se passe dans les toilettes, là, oui. on peut imaginer le pire sévice qu'on peut infliger à un enfant. Pour mais lui dire, regarde, tu fais plus ça. Là. Oui. Alors, donc, il y a ces sévices physiques qui sont omniprésents, mais ce que je note, c'est que vous dites, ce qui est le plus difficile à supporter, c'est la solitude, l'isolement et le silence. Puis la perte de ma famille. C'est que tu es tout seul avec toi, tu es un enfant, tu sais qu'il n'y a personne qui va t'entendre, tu ne peux pas pleurer, tu ne peux pas crier, tu ne peux pas parler à tes parents. On est avisé les quelques fois qu'on va voir nos parents de ne pas leur parler. Moi, cette espèce, le vide intérieur, de pas de repères, de pas de référence, de personne à qui s'accrocher, tu es un enfant. Mm-hmm. Puis quand tu es un enfant, le temps est long. Puis je me souviens que je pense à quand je vais être grande, mais pour moi, c'est quand j'ai 15 ans. Probablement que j'ai entendu quelqu'un à 15 ans, puis je les vois comme grands, là. Puis là, je me vois, là, j'ai peut-être 3 ans, puis je me dis, mais c'est l'éternité tout le temps dans ma tête. Donc, je fais comme des espèces de fuites où est-ce que j'ai l'impression que je flotte dans un espace intersidéral. Puis je vis une paix dans cet espace-là, puis en même temps, je dirais que je vis du désespoir. Ben oui, puis c'est omniprésent dans le livre. Oui. Là. Il arrive à 5 ans, parce que le premier groupe d'âge, c'est 0 à 5. Là, vous tombez dans les 5 à 10. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement là, quand vous vieillissez? Est-ce qu'on a des cours, avez-vous de l'école quand même, ou ça a l'air de quoi? J'ai commencé l'école à 4 ans. Dans ce temps-là, c'était quand même jeune, mais on travaille tout le temps. On travaille. Moi, j'ai le souvenir à 3 ans que je fais du tricotin parce qu'il faut faire des tapis, on trie des bines. On s'amuse jamais. On n'a pas le droit de jouer. Puis une chose que j'ai oublié d'écrire dans le livre, j'ai repensé après, c'est qu'on n'a pas le droit de rire. Ah ouais? Oui. Puis moi, j'étais un enfant, j'étais une petite cabotine, puis j'étais très, très pétillante. Puis ça a été long avant qu'on tue ça, là. Mais je me souviens du sentiment quand ça a cassé. Dans quel sens? Le sentiment, je raconte la nuit de Noël de mes 12 ans dans le livre où je tombe en crise intérieure, là, mais c'est énorme, là, le sentiment. Puis là, je suis plus capable de rire. C'est pas juste qu'on m'empêche de rire, je ne suis plus capable de rire. Il y a, ce que j'ai compris, là, c'est un endroit, c'est comme un complexe. Là. Il y a comme un endroit où les enfants de tel âge sont, de tel autre âge sont, les gars, les filles, votre mère, votre père, tout le monde est disséminé à travers un tas de bâtiments. Oui. Et à chaque fois que vous progressez en âge, vous changez de bâtiment. Oui. Et là, c'est pas les mêmes dirigeants. Il y en a qui sont presque sadiques là-dedans, oui. Littéralement. Oui. Là. Oui, il y en a qui sont sadiques, carrément. Et qu'est-ce qui était le plus difficile à changer d'endroit comme ça, pas voir papa, maman, et les frères et sœurs, et vous changez de baraquement à chaque changement d'âge? On s'habitue, je te dirais. Ah ouais? Oui, puis même que quand on est longtemps, on arrive à un point, en tout cas dans mon cas, que quand on est longtemps quelque part, on se demande qu'est-ce qui se passe. Ça devient ton connu, ça. Ah ouais? Oui.
Puis des fois, on était content de changer parce qu'il y en a qui étaient vraiment méchantes, là. Ça veut dire quoi, ça, méchant? Là? Parce que c'est Il y en a qui difficile pour frappaient. quelqu'un qui n'a pas lu le livre, là, puis il est quand même assez épais. Là. Des actes de méchanceté, il y en a pas mal, mais je sais pas, l'incarnation de la méchanceté pour vous, là, comment vous me décrivez? Bien, je pense à une personne qui, la nuit, si on bougeait, on changeait de position, elle nous sortait du lit, elle pouvait descendre un enfant, mettre la tête dans l'eau froide parce qu'il avait dit des mots dans son sommeil. Des heures assis, les yeux fermés, les mains croisées. On était appuyés sur la grange, puis si on retroussait un sourcil parce qu'il y avait une mouche, on recommençait l'heure au complet, puis ça pouvait durer à pu finir. Tu sais, je pourrais en raconter. Puis en même temps, je suis contente de l'avoir oublié. Tu sais, je suis obligée de rebrasser ça. Mais tu vois, cette scène-là dont vous me parlez, là, j'essayais de comprendre c'était quoi le but de la manœuvre. Qu'est-ce qu'elle voulait? Pourquoi elle disait, OK, vous aviez quel âge à ce moment-là? Vous aviez... Les périodes de silence. On bouge pas, là. Pendant une heure, tu sais, tu as 5-6 ans, puis tu bouges pas. Il fallait que vous mettiez vos mains en dessous de vos cuisses, puis vous n'avez pas le droit de bouger pantoute. Non, mais c'est ça. C'est quoi le but de la manœuvre? C'est sûr que je peux pas répondre à c'était quoi l'objectif parce que j'étais trop petite, mais ce que je me souviens, c'est que le gourou, il voulait pas savoir qu'il y avait des enfants. Il y en avait beaucoup, puis pour lui, il voulait pas de bruit, il voulait rien entendre. Puis ces locaux, ils étaient juste en haut des locaux des petits. Donc, quand il descendait, il faisait un razzia, là, puis il fallait se taire, il ne fallait pas exister. Là. Donc, je pense que c'était une façon d'avoir la paix, peut-être de nous apprendre à se calmer. L'objectif, c'était qu'on devienne démonial. Donc, quelque part... il voulait faire des religieuses. Probablement. Tu sais, c'est quoi l'objectif? Je ne peux pas dire qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête, mais je sais qu'on a passé du temps en silence. Parce qu'il y a des changements d'âge. Rendu à 10 ans, entre 10 et 15, là, on vous destine justement vers la vie religieuse. On veut que vous deveniez une religieuse. Et vous devez prier beaucoup. Énormément. Comment ça marche? Énormément. Oui. Mais avant de parler de la prière, moi, j'étais un enfant voilé à l'âge de 7 ans. Ah ouais? Oui, puis ça, c'était pas tout le monde. On était juste quelques-unes, mais j'ai eu la tête rasée, puis j'ai été voilée comme une religieuse à l'âge de 7 ans. Donc, je peux vous parler du voile, là, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais oui, effectivement, les prières, c'était le matin, le midi, le soir, avant chaque repas. C'était long. Et à 13 ans, on vous a donné des habits religieux. Oui, bien, moi, j'avais 15 ans. 15 ans? Oui, 15 ans, oui. Je suis devenue religieuse. Quand Oui. même. Alors, on va aller à la pause, puis les questions qui vont suivre, c'est sûr, on se dit, les parents là-dedans... Et vous les avez croisés à quelques reprises. Et vos frères et sœurs également. On parle de tout ça dans 3 minutes après la pause. Avec moi, Myriam Kaiser, qui a écrit « Otage du silence » aux éditions Béliveau. Alors, avant la pause, vous nous écrivez votre vie dans une secte dès l'âge de 2 ans. Et en 1977, vous l'avez dit tantôt, à un moment donné, il y a eu de la publicité autour de ça, dans le sens où c'est sorti aux nouvelles et puis ça a beaucoup parlé. Et vous dites, il y a eu comme une paranoïa qui s'est installée au sein de la communauté. Et il y avait même des exercices. Il y a des exercices d'incendie là, dans les buildings comme le nôtre à TVA. Vous aviez des exercices, il y a des descentes de police parce que la police était intéressée. Il y avait éventuellement des cas d'abus. Alors, vous deviez aller vous cacher, c'est ça? Oui. Ça fonctionnait comment? Bien, il fallait se cacher. Un des endroits, il fallait descendre dans les caves, puis il y avait des rochers, puis il y avait comme... Il fallait aller se cacher en arrière de tout ça, puis il ne fallait pas bouger, là. Ou dans les granges, je raconte une fois dans une grange, puis il faisait chaud, puis c'était long, là. Puis on était en arrière de foin, puis écoute, on était beaucoup d'enfants, là, puis on était mieux de ne pas bouger. Parce que la police s'est intéressée à ça. Il y a eu des... Oui. Parce que dans des familles comme vous, votre père et votre mère étaient tous les deux là-dedans, mais il y a des familles où il y en a un des deux qui sortait puis qui disait hey, « ça n'a pas de bon sens ce qui se passe avec les enfants ». Là, il y avait des plaintes. Et est-ce que des jeunes qui ont été extirpés de ça à cause de... Quelques-uns, mais très peu. On dirait qu'ils n'ont pas eu accès. C'était très difficile, on dirait, pour les parents de prouver. Les parents, là, ils n'étaient pas au courant. Mes parents, ça a été long avant qu'ils sachent qu'est-ce qui se passait avec les enfants. Ils étaient complètement isolés. Ils étaient isolés, mais quand même, passez-moi, je comprends que c'est vos parents, puis vous avez fait l'appel avec votre père, vous l'avez dit d'entrée de jeu, mais quand même, moi, je suis parent, je vous aurais jamais laissé tout seul. Puis pas vous voir. Pendant la première durée, sans qu'elle vous voie, c'est quoi, votre mère, 3, 4, 5 ans? Bien, moi, la première fois que je me souviens que d'avoir vu ma mère, je devais avoir 3 ans. Donc, ça devait faire 1 an et demi qu'on était là. Puis mais à un moment donné, vous la croisez, puis racontez-moi ce que vous dites. Bien, je suis dans la fenêtre, puis je vois ma mère passer, puis je suis comme pas sûre, parce que là, elle était bien en sœur, là.
Puis tout d'un coup, elle rentre vers la pièce d'en avant, puis je cours vers elle, maman, maman. Puis là, elle me repousse, puis elle me dit, je suis pas maman, puis elle nomme son nom de religieuse, tu sais. Puis là, moi, je me souviens encore de la sensation, tu sais, je la regarde, puis dans ma tête, c'est maman, mais non, c'est pas maman. Puis... Elle veut pas être maman, elle. Bien, je pense que ma mère, elle m'aimait vraiment, mais elle était en train de se faire brainwasher, qu'elle était devenue une sœur, puis les sœurs, ils abandonnaient leurs enfants. Puis mes parents, ils référaient à certains saints, là, dans l'histoire de l'Église, qui avaient fait ça, donner leurs enfants. Donc pour eux, là, ma mère, elle m'a toujours dit, elle dit, moi, j'ai fait les plus grands sacrifices possibles. Donc pour elle, c'était pas quelque chose qu'elle a fait de gaieté de cœur. Mais cette fois-là, je me souviens que là, elle me dit qu'elle n'est pas ma mère, puis moi, je recule, tu sais, je marche de reculons, puis je la regarde, puis j'ai le moton en dedans, puis en même temps, je comprends rien, puis je vais m'asseoir, puis je la regarde, puis je veux pleurer, mais j'ai appris à ne pas pleurer. Puis c'est drôle parce qu'après cette fois-là, tu sais, ce qui s'est passé après, je m'en souviens plus. Mais après cette fois-là, chaque fois, ma mère voulait m'embrasser. C'est moi qui avais un mouvement de recul comme... Parce que vous avez pu l'avoir, mais très, très rarement quand même. Très Et à ce moment-là, si vous étiez en mode « je me retiens Oui. ». Vous avez vu votre père un peu plus tard. Vous avez vu vos frères et sœurs aussi. Mais à chaque fois que vous voyez des gens de la famille, c'est une crise existentielle pour vous. C'est une crise intérieure. Et là, je vais pleurer. Ça, c'est la chose qui m'amène dans beaucoup d'émotions parce qu'encore aujourd'hui, ma famille, je les aime beaucoup. Je sais qu'en sortant ce livre-là, moi, je suis coupée, là. C'est comme, c'est fini. Je sais aussi que je leur fais de la peine, mais moi, la chose... Mes frères et sœurs, ils ne sauront jamais comment je les ai aimés. J'ai survécu très petite parce que je me disais, je vais les revoir. C'était toujours, je vais les revoir. Mais quand on les voyait... Bien, souvent, le parloir était promis, donc la rencontre était promise. Des fois, ça avait lieu, des fois, ça n'avait pas lieu. Quand ça n'avait pas lieu, pour moi, c'était une descente aux enfers intérieurs qui durait, je ne suis pas capable de dire comment. Je me récupérais de ça en me disant, bien, ça va revenir. Puis là, on est 8 qui se disputent l'attention l'un de l'autre pour tout se dire. On est, comment je dirais ça, on nous dit qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, donc on ne peut pas se raconter. Puis en même temps, on veut tout se dire. Puis moi, je suis le genre de personne que ma famille est excessivement importante. Les plus vieux de la famille, ils veulent se parler en flamand parce que pour eux, c'est important. Puis nous autres, les plus jeunes, on a perdu notre flamand, donc on n'est pas capable de communiquer, donc on se dispute. Parce que là, il y en a qui sont restés dans la secte. Oui, la moitié est encore là. Puis l'autre est sorti, vous avez une sœur qui est mariée. Votre père est sorti à la fin aussi? Oui. Votre mère? Non. Est encore là? Oui. Oui, puis pour ma mère, j'ai l'impression que ma mère ne m'aura jamais regardée avec compassion ou avec amour. Je suis de la déception pour elle sur toute la ligne. Puis ça me fait de la peine parce que quelque part, je l'aime, ma mère, mais c'est comme... C'est ça. Vous racontez même quelque chose qui m'a jeté par terre, littéralement. Puis je me demandais, quand vous m'avez dit, je l'ai écrit parce que mon père est décédé, vous racontez que vous êtes des années sans voir votre père. Et finalement, ça progresse, vous vieillissez, puis vous devenez sœur Marceline, et vous pouvez le rencontrer, et vous vous retrouvez à peu près au même âge qu'il a connu votre mère. Il s'installe une espèce de relation, mais bizarre, de charme, ou je ne sais pas trop quoi, et il vous prend comme son amoureuse. Mm. Et vous êtes un peu aussi dans le même bateau. Oui. C'est toute une confidence. Bien, pour moi, de dire ça, ça a été très, très difficile parce que même les autres personnes de ma famille ne sont pas au courant de ça. Donc, ça a été très difficile, mais je me suis dit, tu sais, je veux être honnête, je veux pas démoniser ceux qui m'ont fait mal puis encenser ceux que j'aimais. Donc, j'ai essayé d'être authentique sur toute la ligne. Puis l'objectif que j'ai écrit ce livre-là, c'est pour aider les gens que je rencontre. Donc, je me dis, quand il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « tu peux pas comprendre », bien, quand tu vis des relations incestueuses, il y en a beaucoup de gens qui vivent ça. Puis oui, je peux comprendre, même si j'aurais aimé ça le garder pour moi. Mais ce qui est intéressant dans cette partie-là, c'est que vous êtes déchiré. Vous avez cette même attirance que votre père a pour vous, mais comme vous ne l'avez pas vu à peu près de votre vie, puis il n'y a pas eu de division du rapport, ça fait vraiment bizarre, je vais vous dire. Mais il vous a abusé quand même. Ça, en bout de course, c'est ça le mot. Là. Mais vous dites, vous prenez la peine d'écrire 3 fois plutôt qu'une, mais vous l'avez dit 3 fois depuis le début que vous l'aimez quand même. Bien, c'est difficile à expliquer, puis je pense qu'il faut l'avoir vécu. Les gens ne sont pas qu'une chose. Tu sais,
un parent qui va être incestueux ou peu importe, il n'est pas que ça, il est tellement d'autres choses. Il n'est pas que incestueux, mais il est aussi le père qui vous a laissé tout seul dans la secte. Oui, mais... Vous auriez deux raisons monumentales de l'haïr. Oui, oui. Puis en même temps, c'est mon père, c'est quand même, ça a été un de mes grands facteurs de résilience parce que c'était un homme qui avait de l'envergure, c'est quelqu'un qui se tenait debout, qui tenait tête au gourou, qui a influencé positivement plusieurs personnes. Donc, tu sais, quand je dis que c'est pas noir et blanc, moi, quand j'avais envie de m'écraser intérieurement, c'était je pouvais pas faire ça parce que j'étais sa fille, puis lui, il avait une belle notoriété là-bas. Et il y avait un côté exemplaire parce que c'est votre côté rebelle qui vous sauve de ça quand même. Vous réussissez à vous sortir de ça parce que on le sent, là, vous avez un côté rebelle. C'est compliqué parce qu'à chaque fois, il vous écrase, mais vous réussissez après ça à régimber, à vous en sortir. Mais vous en êtes sorti à quel âge? 21 ans définitivement, mais je me suis sauvée 3 fois. Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, j'étais le type d'enfant qui n'est pas modelable, puis c'est pas quelque chose que tu choisis. Moi, j'aurais voulu être cassable. J'avais une petite sœur, elle, qui était douce, puis qui faisait tout ce qu'on lui demandait, puis je voulais être comme elle. J'ai pas choisi ça. Puis j'ai tellement trouvé ça dur de ne pas être cassable. Mais où est-ce que j'ai fini par m'évader 3 fois? C'était que je voulais faire partie de ça. C'était ma famille. Je les aimais. J'aimais le lieu. Mais je sentais que même pour eux autres, j'étais encore tout le temps une déception. Puis je faisais jamais j'étais jamais ce qu'ils voulaient, même si c'est intéressant ce que vous me dites, puis on le sent dans le livre. C'est que, dans le fond, il y a un attachement, c'est votre vie. Vous passez 20 ans là. Mais en même temps, il y a cette exigence, il faut que tu sois un saint. Puis d'ailleurs, votre mère, elle voulait que vous soyez une sainte. Elle dit, bon, mais quand vous dites, bon, ben moi, j'aimerais ça sortir, oui, je voulais que tu sois une sainte. Oui. Ça a eu des effets sur le reste de votre vie. Vous sortez de là à 20 ans. Et comment on se remet de ça? Est-ce que vous avez réussi à vous marier, à avoir des enfants, faire une vie? Oui, mais les premières années, ça, c'est tout un autre brique. C'est un autre livre de la même épaisseur, puis peut-être 2, parce que tu n'arrives pas sur la planète Mars en venant d'ailleurs, puis que c'est simple. Tu sais, les gens ne savent pas d'où tu viens, puis toi, il n'y a rien. Tu connais rien. Tu sais, je connaissais pas l'argent, je savais pas quoi faire quand j'allais d'un magasin, là. Tu sais, on part de loin. Puis t'as vous étiez toujours dans votre place. Oui, puis tu es là depuis que tu as 2 ans. Il y en a d'autres qui sont sortis, étaient des adultes, c'était une autre histoire pour eux. Moi, j'avais 2 ans. Donc, l'adaptation au monde, c'est presque aussi difficile que ce que tu as vécu enfant. Et vous êtes servi de cette expérience-là pour vous investir dans la croissance personnelle. Vous faites des ateliers. J'ai vu tantôt que vous allez à Roberval, là, mon allemand mater, vous allez être là, en fin de semaine. Et donc, vous donnez des conférences. Vous avez écrit un livre. J'ai vu un livre. Là. Et vous faites ça parce que vous voulez vous servir du côté poké de votre vie pour sortir du positif de ça? Ou? Bien, moi, j'ai fait des études en psychologie parce que on cherche un sens à ce qu'on vit. Puis je pensais que là-dedans, j'aurais trouvé comment sortir du pire. Puis c'est pas là que j'ai trouvé ça. Donc, j'ai vraiment cherché, puis je me suis dit, il y a sûrement un moyen d'avoir vécu le pire, puis de retrouver son jeu. J'essaie de donner un sens à ça. Exactement. Puis au début, tu sais, c'est venu très progressivement, où je jasais avec des gens, puis ils me disaient, hey, la manière que tu enseignes les choses, tu devrais donner des ateliers, puis après ça, tu devrais écrire un livre. Puis les choses se sont déployées d'eux-mêmes. En tout cas, en lisant le livre, on se dit, vivre une vie aussi, les 20 premières années de votre vie, une vie aussi touffue en drame, et réussir à se refaire une vie, c'est quelque chose. Ça s'appelle donc Otage du silence, sacrifié à une secte à l'âge de 2 ans, captive durant près de 20 ans chez Béliveau Éditeur. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.